Dans le calme d'un petit village du Puy-de-Dôme, à Saint-Floret, un après-midi pluvieux de novembre 2022, un moment en apparence ordinaire s'apprête à changer le cours d'une vie. Imaginez la scène. Sophie et son jeune fils de 4 ans, Léo, sont assis dans le salon. Dehors, la pluie fine de l'Auvergne frappe doucement contre les vitres. À l'intérieur, le seul bruit est celui des pages d'un vieil album photo, un papier jauni qui crisse sous leurs doigts. C'est dans cette atmosphère paisible que l'impossible va faire irruption. Léo, un garçon vif et souriant, pointe soudain le visage d'un jeune homme sur un cliché en noir et blanc. Il regarde sa mère et d'une voix parfaitement claire, sans la moindre hésitation, il prononce une phrase qui va tout faire basculer. Une phrase qui défie la logique, le temps et la raison. Il dit « C'était moi, avant, quand j'étais ton grand frère ». Cette déclaration, simple et directe, flotte dans le silence du salon. Sophie sent un frisson glacial parcourir son corps. Son grand frère, Antoine, est décédé bien avant la naissance de Léo. Comment un enfant de 4 ans pourrait-il seulement imaginer une chose pareille? Ce que Sophie ignore encore, c'est que cette phrase n'est que le point de départ. Le premier fil d'une pelote qui, une fois déroulée, révélera une histoire cachée, des secrets de famille et une petite boîte en métal rouillé. Une boîte dont le contenu remettra en question tout ce qu'il pensait savoir sur la vie et sur la mort. Et je dois vous le dire dès maintenant, à la toute fin de ce récit, un dernier détail, le plus troublant de tous, sera révélé par une professionnelle de la santé mentale. Un détail qui a fait vaciller ses propres certitudes scientifiques. Je vous invite à rester avec nous pour découvrir comment une simple phrase d'enfant a pu déclencher une telle enquête. Pour l'instant, ne cherchez pas les sources que nous citerons, elles sont toutes indiquées dans la description, mais il est préférable d'attendre la fin pour les consulter. Jusqu'à ce jour de novembre, la vie de Léo était celle de n'importe quel enfant de son âge. Des jeux dans le jardin, des dessins aux couleurs vives collés sur le réfrigérateur, des éclats de rire qui remplissaient la maison. Rien, absolument rien, ne le distinguait des autres. C'était un petit garçon heureux, élevé dans un foyer aimant. L'histoire de son oncle, Antoine, était une ombre discrète dans le passé de la famille. Un souvenir douloureux que l'on évoquait rarement. Antoine, le grand frère de Sophie, avait été emporté par un tragique accident de moto à l'âge de 19 ans. C'était il y a plus de 15 ans, une éternité avant que Léo ne vienne au monde. La blessure, bien que cicatrisée en surface, restait sensible. On ne montrait que très peu de photos de lui pour ne pas raviver la peine des grands-parents. Alors, comment Léo a-t-il pu se reconnaître dans ce visage qu'il n'était pas censé connaître? Dans un premier temps, Sophie tente de rationaliser. Peut-être a-t-il entendu une conversation d'adulte sans qu'elle s'en aperçoive. Peut-être est-ce simplement le fruit de l'imagination débordante d'un enfant de 4 ans. Elle décide de ne pas assister, de traiter cela comme une fantaisie passagère. Elle range l'album photo, prépare le goûter et la vie reprend son cours. Mais l'étrangeté de ce moment reste gravée dans son esprit. Elle observe son fils différemment, avec une attention nouvelle, presque inquiète. Et c'est là que les petites choses commencent à apparaître. Des détails infimes, des coïncidences qui, prises isolément, ne signifieraient rien. Mais ensemble, elles commencent à dessiner un tableau troublant. Quelques jours plus tard, alors que Léo joue dans sa chambre, Sophie l'entend fredonner. Une vieille chanson des années 80, un air qu'elle n'a pas entendu depuis des années. Son cœur s'arrête un instant. C'était la chanson préférée d'Antoine. Il l'écoutait en boucle dans sa chambre d'adolescent. Une chanson qui ne passe plus jamais à la radio, qui n'est sur aucune playlist moderne. D'où Léo pouvait-il la connaître? Elle lui pose la question, doucement. « Je ne sais pas, maman. Elle est dans ma tête », répond-il simplement, avant de retourner à ses petites voitures. Sophie se sent déstabilisée. Elle en parle à son mari, qui, pragmatique, suggère que l'enfant a dû l'entendre dans un film, une publicité ou même dans un magasin. L'explication est logique, rassurante. Sophie veut y croire, elle a besoin d'y croire. Mais au fond d'elle, une autre question s'installe, plus profonde et plus dérangeante. Le hasard peut-il vraiment tout expliquer? Peut-il expliquer ce qui va se produire dans les semaines qui suivent? Car cette première coïncidence, celle de la chanson, n'était qu'un avant-goût. D'autres signes, bien plus précis et impossibles à ignorer, sont sur le point de se manifester. Des signes qui transformeront le doute en une certitude effrayante et qui forceront cette famille à confronter un passé qu'elle pensait avoir enterré pour toujours. Le puzzle ne faisait que commencer à s'assembler, et chaque nouvelle pièce allait rendre l'image finale de plus en plus incroyable.
L'occasion se présenta quelques semaines plus tard, lors d'un déjeuner dominical chez les parents de Sophie. L'ambiance était détendue, les conversations légères. Léo jouait sur le tapis du salon lorsque sa grand-mère, Hélène, l'appela pour lui donner un morceau de gâteau. Le petit garçon courut vers elle, un grand sourire aux lèvres, il prit le gâteau, la regarda droit dans les yeux et dit avec la plus grande simplicité « Merci, maman Hélène ». Le temps sembla se suspendre. Dans la pièce, les bruits de fourchettes contre les assiettes cessèrent. Le cliquetis de la cuillère que tenait la grand-mère s'arrêta net. Maman Hélène. Personne, absolument personne, n'avait utilisé ce surnom affectueux depuis plus de 15 ans. C'était le petit nom secret qu'Antoine, et seulement Antoine, lui donnait. Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda sa fille, Sophie, le visage décomposé par l'incompréhension. Ce n'était plus une coïncidence. Une chanson peut être entendue par hasard, mais un surnom si intime, si personnel, gardé comme un trésor dans le cœur d'une mère en deuil, c'était impossible. Le grand-père, un homme d'ordinaire stoïque et peu enclin à l'émotion, posa sa serviette sur la table, le regard perdu. Pour la première fois, la possibilité que quelque chose d'inexplicable soit en train de se produire n'était plus seulement l'inquiétude d'une jeune mère, mais une onde de choc qui venait de frapper toute la famille. Ils n'ont pas osé questionner Léo, de peur de briser ce moment fragile et terrifiant. Ils ont simplement continué le repas en silence, chacun prisonnier de ses propres pensées. Le deuxième signe, celui qui allait définitivement écarter toute explication rationnelle pour Sophie, survint lors d'une promenade en voiture. Pour éviter des travaux sur la route principale, elle avait décidé d'emprunter un chemin de traverse, une de ces petites routes de campagne du Puy-du-Dôme qu'elle n'avait pas parcouru depuis son adolescence. Léo était assis à l'arrière, regardant le paysage défiler. Soudain, sa petite voix s'éleva. « Tourne là, maman, à droite, après le grand chêne !» Surprise, Sophie obéit machinalement. La route devenait un chemin de terre chaotique. « C'est par là !» insista Léo. Au bout de quelques centaines de mètres, une vieille grange en pierre, à moitié effondrée, apparut dans leur champ de vision. Léo pointa le doigt. « C'est notre cabane !» dit-il simplement. Sophie freina si brusquement que les pneus crissèrent sur les graviers. Son cœur battait à tout rompre. Cette grange, ce n'était pas n'importe quelle grange, c'était le refuge secret qu'elle et son frère Antoine avaient découvert quand ils étaient adolescents. Un lieu à eux, où ils cachaient leurs cigarettes, leurs rêves et leurs secrets. Un endroit dont même leurs parents ignoraient l'existence. Comment Léo pouvait-il savoir? Comment pouvait-il la guider avec une telle précision sur une route qu'il n'avait jamais vue de sa vie? Elle se tourna vers lui, le souffle court. « Comment tu sais ça, Léo ?» Le garçon haussa les épaules avec l'insouciance de ses 4 ans. « Je sais, c'est tout. » Pour Sophie, ce fut le point de non-retour. Le doute n'était plus permis. Son fils possédait des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Mais la preuve la plus sombre et la plus viscérale restait à venir. Elle se manifesta de la manière la plus brutale qui soit. Un après-midi, en sortant d'une boulangerie, le vrombissement puissant d'une moto de grosse cylindrée déchira le calme du village. La réaction de Léo fut immédiate et terrifiante. Il se jeta au sol, les mains plaquées sur les oreilles, en proie à une crise de panique d'une violence inouïe. Il hurlait, non pas comme un enfant qui a peur, mais comme quelqu'un qui revit une terreur absolue. Sophie, paniquée, tenta de le calmer, de le rassurer, mais il était inconsolable. Ses petits poings se serraient, son corps tremblait de tous ses membres. Ce n'est que bien plus tard, une fois rentrés à la maison et le calme revenu, qu'il parvint à mettre des mots sur son effroi. Blotti dans les bras de sa mère, il murmura une phrase qui glaça le sang de Sophie. « Il y a eu un grand bruit, maman, un très grand bruit, et puis tout est devenu noir. » La description corresponda avec une précision effrayante à ce que les gendarmes avaient rapporté de l'accident d'Antoine. Un choc frontal, un bruit assourdissant et l'obscurité instantanée. Cette peur panique des motos apparue de nulle part et cette description si nette d'un événement traumatique achevèrent de convaincre la famille. Ils ne faisaient plus face à des coïncidences, ni même à des souvenirs étranges. Ils faisaient face aux fragments d'une mort violente, exprimée par un enfant qui n'aurait jamais dû en connaître les détails. Dépassés, perdus, ils prirent alors la seule décision qui leur semblait encore possible. Chercher de l'aide. Non pas pour prouver une croyance en la réincarnation, mais pour comprendre ce qui arrivait à leur fils et, peut-être, pour apaiser l'âme qui semblait parler à travers lui.
Leur démarche n'était pas celle de gens cherchant à confirmer une croyance, mais celle de parents cherchant à comprendre la détresse de leur enfant. Ils prirent contact avec le docteur Isabelle Fournier, une pédopsychiatre réputée exerçant au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Elle était reconnue dans la région pour ses travaux sur la mémoire infantile et les souvenirs atypiques. Lors du premier appel, Sophie fut très prudente. Elle décrivit les peurs de Léo, ses angoisses liées aux motos et ses récits étranges sur une autre vie sans jamais prononcer le mot réincarnation ni même mentionner le lien avec son frère décédé. Elle voulait un avis neutre, scientifique, non teinté par le drame familial. Le docteur Fournier accepta de rencontrer le petit garçon. Les séances se déroulèrent sur une période de 3 mois, dans un cadre ludique et apaisant. À travers des jeux et des dessins, elle laissa Léo s'exprimer librement. Elle nota tout, la constance de ses récits, la précision de ses descriptions. Un enfant de 4 ans qui invente une histoire change généralement les détails d'une séance à l'autre. L'imagination est fluide, changeante. Mais Léo, lui, ne variait pas. La chanson, le surnom, la cabane, le grand bruit, chaque élément revenait, identique, sans la moindre contradiction. Le docteur Fournier interrogea également les parents sur l'environnement de l'enfant. Avaient-ils pu voir des films, entendre des conversations? La famille était catégorique, le sujet d'Antoine était tabou, et les détails de l'accident n'avaient jamais été évoqués devant lui. Au bout de 3 mois, le rapport du docteur Fournier tomba, et ses conclusions furent un nouveau choc pour la famille. Le document était formel et rédigé dans un langage clinique et prudent. Il stipulait que Léo ne présentait aucun signe de fabulation pathologique ni de troubles psychologiques. Plus troublant encore, la pédopsychiatre écrivit noir sur blanc que la persistance et la spécificité des souvenirs rapportés par l'enfant sont hautement inhabituels pour son âge développemental et ne peuvent être expliquées de manière satisfaisante par une simple exposition indirecte à des informations familiales. En d'autres termes, la science ne pouvait pas expliquer d'où venaient ces connaissances. Pour la famille, c'était une validation terrible. Il n'était pas fou. Quelque chose d'extraordinaire était bel et bien en train de se produire. C'est dans ce contexte, alors que la famille digérait à peine les conclusions de la spécialiste, que Léo fit la révélation la plus concrète de toutes. Un soir, alors que sa mère le bordait, il lui parla d'une « boîte à trésors ». D'une voix endormie, il la décrivit avec une clarté déconcertante. Elle était cachée, disait-il, dans l'ancienne maison de ses grands-parents, une bâtisse aujourd'hui inhabitée et en vente depuis des années. Il ne se contenta pas de mentionner la maison, il décrivit la pièce exacte, le vieux salon du rez-de-chaussée. Il indiqua le coin précis, près de la grande cheminée en pierre. Et il donna le détail ultime, celui qui rendait l'histoire vérifiable. Elle est sous le bois, maman, la planche qui bouge un peu. Le scepticisme initial avait laissé place à une étrange certitude. Il fallait y aller, il fallait vérifier. Le week-end suivant, la famille au complet, Sophie, son mari et ses parents, se rendit à la vieille maison. La clé grinça dans la serrure. L'air à l'intérieur était froid, chargé de l'odeur de la poussière et du temps arrêté. Ils entrèrent dans le salon. La cheminée était là, massive, exactement comme Léo l'avait décrite. Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans le silence pesant de la pièce. Son père s'agenouilla sur le vieux parquet. Il tâtonna, cherchant une lame disjointe. Et puis, son geste s'arrêta. « Ici », murmura-t-il. Une des lattes bougeait légèrement sous la pression de ses doigts. Avec un tournevis trouvé dans sa voiture, il fit levier. Le bois gémit, résista un instant, puis céda. Dans la cavité sombre et poussiéreuse qui apparut sous la lame, il y avait quelque chose. Un objet rectangulaire, sombre. Le grand-père plongea la main et en sortit une petite boîte en métal, entièrement couverte de rouille. Elle était exactement là où l'enfant de 4 ans avait dit qu'elle se trouverait. Personne ne parla. Ils se regardèrent, les yeux écarquillés. Ce n'était plus une histoire, un souvenir ou une coïncidence. C'était un objet physique, tangible, un pont jeté entre le présent et un passé que tout le monde croyait connaître. Imaginez ce moment, la poussière qui danse dans le faible rayon de lumière filtrant par la fenêtre sale, le silence de la maison, et cette boîte, promesse d'une vérité ou d'un mystère encore plus grand. L'ouverture de cette boîte allait marquer la première grande bascule de cette histoire, révélant un secret qu'Antoine avait emporté avec lui dans la tombe. Le père de Sophie, un homme pragmatique, prit la boîte de ses mains. Le couvercle, soudé par la rouille, résista.
Il fallut s'y reprendre à plusieurs fois avec le tournevis, le métal grinçant dans un son strident qui déchira le silence de la vieille maison. Enfin, avec un bruit sec, la charnière céda. Tous se penchèrent, retenant leur souffle. Sophie s'attendait à y trouver des souvenirs d'enfance, des billes, des petites voitures, les trésors d'un garçon de 19 ans qui était encore un peu un enfant. Mais l'intérieur ne contenait rien de tout cela. La première chose qu'ils virent fut une photographie, un peu cornée par l'humidité. Dessus, Antoine souriait, le bras passé autour des épaules d'une jeune femme qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. Elle était jolie, avec de longs cheveux bruns, et elle le regardait avec une tendresse évidente. À côté de la photo reposait une vieille clé en laiton, lourde, sans la moindre inscription pour indiquer ce qu'elle pouvait bien ouvrir. Ce fut la première grande reviravolta. Le mystère venait de changer de nature. La question n'était plus seulement de savoir si Léo portait en lui les souvenirs de son oncle, mais de découvrir qui était vraiment Antoine. Cet adolescent qu'il pensait connaître, qu'il pleurait depuis tant d'années, avait eu une vie secrète. Une vie dont cette photo et cette clé étaient les seuls vestiges. Jusqu'à cet instant, la famille était convaincue qu'Antoine était mort seul dans son accident. Cette image suggérait une toute autre histoire, un pan entier de son existence que tout le monde ignorait. La douleur de son absence se mêlait maintenant à un sentiment de trahison et à une curiosité insoutenable. Qui était cette femme? Et que pouvait bien ouvrir cette clé? La quête pour identifier la clé commença. Elle ne correspondait à aucune serrure de la maison, ni à celle de leur propre domicile. C'est le grand-père qui eut une idée. Il se souvint d'un vieil ami, un archiviste à la retraite qui avait travaillé toute sa vie à la conservation du patrimoine local et qui possédait une connaissance encyclopédique de la région. Ils lui montrèrent la clé. L'homme, après l'avoir examinée attentivement avec une loupe, hocha la tête. Il la reconnut sans l'ombre d'un doute. C'était une clé de casier, d'un modèle spécifique utilisé dans une seule et unique usine de la région, l'ancienne usine Michelin des Gravenches, à Clermont-Ferrand. Une usine immense, un géant industriel aujourd'hui fermé depuis décennies, dont les bâtiments se dressaient encore comme des squelettes de béton à la périphérie de la ville. La procédure pour accéder au site ne fut pas simple. Il fallut des autorisations spéciales, des appels à la direction de l'entreprise, des explications sur le contexte familial sans pour autant tout dévoiler. Poussés par cette force étrange qui les guidait depuis des mois, ils obtinrent finalement le droit de se rendre sur place, accompagnés d'un agent de sécurité. L'intérieur de l'usine était un monde figé dans le temps. Des machines silencieuses couvertes de poussière, des calendriers jaunis encore accrochés au mur, arrêtés sur une date d'un autre siècle. Ils arrivèrent dans les anciens vestiaires, des rangées et des rangées de casiers métalliques gris, tous identiques, tous muets. Grâce aux anciens plans que l'archiviste leur avait fournis, ils localisèrent le bon numéro. Le cœur de Sophie battait la chamade. La clé entra dans la serrure. Elle tourna avec un déclic sec. La porte du casier s'ouvrit en grinçant. Et c'est là, au fond de ce petit espace métallique, que se produisit la seconde reviravolta. Celle qui allait tout redéfinir, donner un sens terrible aux peurs de Léo et à la mort d'Antoine. Il n'y avait pas de vêtements, pas d'effet personnel, juste un unique objet. Un petit carnet noir à la couverture usée. Sophie le prit avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit à la première page. L'écriture était celle de son frère, nerveuse et penchée, celle qu'elle connaissait si bien. Les premières pages parlaient de choses banales, de lycée, de musique. Mais rapidement, le ton changeait. Le carnet devint le journal d'une double vie. Les mots tracés à l'encre révélaient un secret lourd et dangereux. Antoine n'avait pas eu un simple accident de moto. Il était impliqué, avec un petit groupe d'amis, dans des courses clandestines sur les routes de campagne isolées. Des défis nocturnes, à des vitesses folles, pour l'adrénaline et quelques billets. La jeune femme de la photo y était mentionnée. Elle était sa petite amie et les dernières pages du carnet contenaient la révélation la plus bouleversante. Elle était enceinte au moment de sa mort. Le grand bruit que Léo décrivait avec tant de terreur n'était pas le son d'un dérapage solitaire. Le carnet décrivait en détail la dernière course. Antoine y racontait sa rivalité avec un autre concurrent. L'accident avait été une collision frontale, violente, provoquée lors d'une manœuvre de dépassement. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté effroyable. Le surnom « Maman Hélène », un secret d'intimité familiale. La cabane abandonnée, le refuge de son adolescence. La peur panique des motos, qui n'était pas une simple phobie, mais l'écho d'un traumatisme mortel. La boîte à trésors, cachant les preuves de sa vie secrète.
Ces éléments n'étaient pas des souvenirs d'enfance innocents transmis par un esprit désincarné. C'étaient les fragments d'une vie d'adulte complexe, cachée et tragique. Des informations qu'un enfant de 4 ans ne pouvait logiquement pas posséder. Cette histoire ne visait plus à prouver la réincarnation d'un point de vue scientifique. Elle exposait une chaîne de faits concrets, vérifiables, une transmission d'informations qui défiait toute explication rationnelle. Mais un dernier détail, le plus poignant, restait encore à venir. C'est celui qui a fait douter la très cartésienne docteur Fournier et qui allait donner un tout autre sens à cette histoire. Le choc des révélations contenues dans le carnet laissa la famille anéantie, assise en silence dans le salon de la vieille maison. Chaque mot lu était un coup porté à l'image qu'ils avaient d'Antoine. Ce n'était plus le jeune homme insouciant fauché par le destin, mais un homme avec des secrets, des amours cachés et des responsabilités naissantes. Alors qu'ils discutaient, la voix basse, de cette jeune femme inconnue et de cet enfant dont ils ignoraient jusqu'à l'existence, Léo, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha de sa mère. Il posa sa petite main sur son bras, l'obligeant à le regarder. Et dans les yeux de cet enfant de 4 ans, Sophie vit passer une lueur d'une maturité troublante, une gravité qui n'appartenait pas à son âge. D'une voix calme, posée, qui semblait porter le poids d'une vieille âme, il prononça la phrase qui allait donner un sens à tout ce mystère. La phrase qui transformait une histoire de souvenirs en une histoire de promesses. Il lui dit « Je devais revenir, je lui avais promis de veiller sur elle ». Ce n'était plus le fragment d'un passé douloureux. C'était l'affirmation d'une mission présente, une dette d'amour qui transcendait la mort elle-même. Pour la première fois, la famille ne vit plus la disparition d'Antoine comme une fin tragique et absurde, mais comme le début d'une autre histoire. Une histoire dont ils étaient désormais les dépositaires. Quelques jours plus tard, Sophie sollicita un dernier entretien avec le docteur Isabelle Fournier. Elle lui raconta tout, la boîte en métal, la clé, le casier de l'usine Michelin et le contenu du carnet secret. La pédopsychiatre écouta avec une attention professionnelle, hochant la tête, prenant des notes, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Pour elle, tout cela, bien qu'extraordinaire, pouvait encore, à la rigueur, s'inscrire dans une théorie complexe de cryptomnésie, l'enfant ayant pu capter des bribes d'informations de manière inconsciente au fil des années. C'était une hypothèse fragile, mais c'était une hypothèse scientifique. Puis, Sophie lui rapporta la dernière phrase de Léo, celle prononcée après la découverte du secret de la grossesse. « Je devais revenir, je lui avais promis de veiller sur elle ». C'est à cet instant que le docteur Fournier posa son stylo. Elle leva les yeux de son carnet et fixa Sophie. Un long silence s'installa dans le cabinet. La médecine, cette femme de science si rationnelle, si cartésienne, avoua plus tard à un confrère que ce fut le moment précis où ses certitudes professionnelles avaient vacillé. Car cette phrase n'était pas un souvenir. Ce n'était pas une information factuelle qu'un enfant aurait pu entendre. C'était une intention, une volonté, une motivation exprimée au présent. C'était la seule pièce du puzzle que la psychologie infantile ne pouvait absolument pas expliquer. Dans son dossier, à la dernière ligne, elle écrivit simplement « Le sujet exprime une motivation post-mortem cohérente avec les découvertes factuelles. Origine de la cognition inconnue ». Cette histoire, vous l'aurez compris, ne prouve rien aux yeux de la science, mais elle laisse une famille avec une certitude et une mission. La certitude que l'amour et les promesses sont peut-être des fils assez solides pour relier deux vies. Et une mission, retrouver cette femme et son enfant, qui serait aujourd'hui un adulte de l'âge de Léo multiplié par 7. Par respect pour leur vie privée et pour ne pas interférer avec leurs recherches, tous les prénoms et certains détails de lieux ont été modifiés. Leur quête pour retrouver cette famille perdue est une autre enquête tout aussi fascinante que nous continuons de suivre de près. Ce récit nous rappelle que derrière les faits et les certitudes, il existe des zones d'ombre où le mystère conserve tous ses droits. Des histoires qui nous forcent à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Et si vous avez vous-même été témoin d'événements qui défient l'explication, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux. Pour ne rien manquer de la suite de nos enquêtes, et notamment des avancées dans la recherche de cette famille, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications.